Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce 25 novembre, disons demain, c'est la journée internationale contre la violence envers les femmes et les filles. L'Union européenne s'est impliquée à travers une campagne contre la violence exercée sur les filles et les femmes. Et pour nous parler justement de cette campagne, nous avons le privilège d'accueillir l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. Stefano Gatto, qu'on a sur le plateau. Bonjour et bienvenue à Métropole. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. Il y a 6 mois, je vous ai reçu sur le plateau de la rubrique Le Point. À ce moment-là, il était question de vous souhaiter la bienvenue. C'était aussi l'occasion pour vous de nous parler de votre agenda en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'implication de l'Union européenne dans la campagne contre la violence exercée sur les filles et les femmes. Oui. D'abord, je voudrais vous demander pourquoi l'Union européenne décide de s'impliquer dans cette lutte. Bon, alors la campagne, effectivement, c'est une composante d'un appui dans cette matière qui va bien au-delà. La campagne, elle s'insère dans le cadre d'un programme qui s'appelle Spotlight, qui est un programme que les Nations Unies et l'Union européenne ont mené dans une 50aine de pays au monde, en Haïti aussi, au cours de la dernière année, pour stimuler l'attention, attirer l'attention sur les fléaux de la violence spécifique contre les femmes et les filles. Donc c'est des campagnes, là c'est la campagne liée au jour international qui est demain, et c'est une campagne qui durera jusqu'au mois de décembre. Mais en fait le programme Spotlight est en cours, c'est un programme qui met ensemble les efforts de la société civile haïtienne, du gouvernement et des deux entités que j'ai mentionnées, les Nations Unies et l'Union européenne. Donc l'Union européenne appuie et finance cette campagne partout dans les pays où on opère, appuie Spotlight dans plusieurs dizaines de pays. Et à Haïti, on a travaillé donc au cours des 3 dernières années sur la sensibilisation, l'information, d'abord la sensibilisation de toute la société sur les fléaux de la violence. Alors, à Haïti, les gens sont plutôt au courant qu'il y a un problème de violence. Mais il y a aussi, et la violence affecte tout le monde, hommes, femmes, enfants. Oui. Mais au-delà de ça, il y a une violence spécifique contre les femmes qui est très endémique dans la région Caraïbe et Haïti n'est pas une exception. Est-ce que je peux dire que cette campagne est conçue, je dirais, par les Nations Unies et l'Union européenne? Elle est conçue au niveau mondial. Mais en fait, les vrais protagonistes de ça, c'est la société civile haïtienne. C'est-à-dire, nous, le vrai but de l'initiative Spotlight, c'est de mettre un réseau, d'améliorer la coordination entre les initiatives de la société civile, qui à Haïti elle est plutôt active, c'est surtout d'organisations des femmes, mais pas seulement, c'est des organismes de la société civile, des ONG, des paroisses, des entités liées aux églises, toutes elles, elles essayent d'aider les femmes qui sont des victimes de la violence dans les quartiers et dans la société. Et très souvent, la violence, elle s'inscrit aussi dans les familles. Donc la violence domestique, elle est quand même ample. Et elle affecte énormément aussi les jeunes filles. Et donc, si le problème de la discrimination et de la violence envers les femmes est un problème mondial, je peux vous dire qu'en Europe, dans tous les pays qu'on considère ou on appelle développés, nous avons encore ces problèmes. Nous avons régulièrement des cas très flagrants, comme dans mon pays, dans ces jours-ci. Et c'est justement la question que j'allais vous poser. Évidemment. Par exemple, sur le plan, en fait, à l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a des
des progrès enregistrés dans la lutte contre la violence exercée sur les femmes. On sait que, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, chez nous, en Haïti, tout le monde est victime. Mais ces dernières années, les femmes sont considérées comme étant une proie facile pour les bandits, notamment. Mais à l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2024, en 2023? Moi, je dirais que l'attention sur ces sujets est relativement récente. C'est-à-dire, moi, je dirais, c'est les dernières décennies, les 2 dernières décennies, qu'on a commencé à parler ouvertement d'une approche spécifique pour la violence contre les femmes, les filles et les enfants. Et moi, j'ai travaillé dans d'autres pays où, effectivement, on a énormément travaillé l'aspect de la violence familiale et l'effet de la nécessité d'élaborer des instruments et des approches spécifiques. Parce que le problème est que les systèmes de justice, un peu partout dans le monde, ils étaient conçus d'une manière qui ne favorisait pas trop l'effet que les femmes dénoncent, parce qu'ils ont toute une série d'inquiétudes. À Haïti, mais aussi dans d'autres pays, la femme qui est victime de violences, tout d'abord, parfois elle n'est pas consciente d'être victime de violences. S'il s'agit de violences domestiques, par exemple, exercées par son mari ou par des membres de la famille, ils ne se rendent pas compte de cette violence. Il y a quelques années, on ne considérait pas la violence familiale comme violence, vous savez. Les juges ne considéraient pas ça comme un délit. C'est comme si j'ai le droit de frapper, de battre ma femme. Mais je pense que maintenant, on sait tous que ce n'est pas le cas, mais il faut encore travailler cet aspect parce qu'il y a encore des visions un peu rétrogrades qui voudraient faire penser que... Moi, j'ai travaillé dans des pays, et je ne mentionne pas Haïti dans ce cadre-là parce que je n'ai pas eu des expériences ici, mais moi, j'ai travaillé dans des pays dans le passé où il y avait des gens que pour des raisons culturelles ou religieuses, vous disiez, bon, finalement, les choses de famille, c'est chose de famille, quoi. C'est pas... Et donc, s'il y a un aspect culturel, donc vous n'êtes même pas consciente d'être victime de violence. De l'autre côté, ou par exemple, violence sur vos enfants. Il y a des pères de famille qui font des violences, mais elles ne sont pas dénoncées à cause de peur. Quand vous parlez de violence, vous faites allusion au châtiment corporel. Châtiment corporel, violence sexuelle. Malheureusement, la violence sexuelle, elle est très forte aussi. Donc, ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est même si on est conscient de la violence, la femme est consciente de la violence faite contre elle ou contre les enfants, et elle a peur à dénoncer parce qu'elle a peur des conséquences économiques sur sa vie. Et donc, pour cela, dans le cadre du programme Spotlight, on a travaillé en Haïti, la construction et mise en place de refuges qui permettent de fuir, permettent justement de donner un abri aux femmes qui ont été maltraitées. Là, un grand problème, vous savez, c'est qu'une fois qu'on est maltraité, une fois qu'on a dénoncé, la situation à la maison n'est pas la plus facile. Peut-être même la personne a été accusée, a été arrêtée, et donc il faut trouver un abri. Donc ça, c'était pas très fort en Haïti. Avec ces initiatives, on a essayé de commencer dans cette ligne. On a essayé aussi d'établir des lignes de dénonciation, c'est-à-dire des numéros téléphoniques qui permettent d'appeler. Mais surtout, je reviens un pas en arrière. C'est un problème mondial. Vous me demandiez si c'est un problème à l'échelle mondiale. Oui, c'est un problème à l'échelle mondiale. Parce que jusqu'il y a quelques décennies, on n'en parlait pas, on parlait de la violence. Et les gens qui nient ça, normalement, utilisent comme argument l'idée que finalement, il n'y a pas une violence contre les femmes, il y a une violence. Et donc, c'est indifférent de dire, bon, si la victime est femme ou homme ou enfant. Nous considérons qu'en fait, il y a des traitements spécifiques, il y a des problématiques spécifiques à chacune de ces dimensions. Évidemment, la violence est violence partout dans le monde, exercée par les genres de qui fait violence n'est pas important. Mais c'est vrai que les statistiques montrent que quand même les femmes et les enfants sont plus victimes que d'autres. Et donc, il faut... Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur, que la bataille devrait être, je dirais, globale la bataille est globale, et c'est pour justement l'Union européenne. Vous me demandez pourquoi l'Union européenne. L'Union européenne s'occupe de ça, pas seulement à Haïti. Dans la plupart des pays au monde, on a donné une vision très féministe, en soutien des femmes et des enfants, parce que la réalité montre que dans des réalités de conflits, dans des réalités de pauvreté, dans des réalités de violence, les femmes et les enfants sont plus souvent les premières victimes. Et qu'il faut donc un abordage spécial qui est un abordage culturel, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ça,
Et il faut aussi créer des chemins spécifiques pour eux. Et en Haïti, on n'a pas encore arrivé à atteindre cet objectif parce qu'en Haïti, il y a une situation spécifique due à la violence des gangs. Donc on n'a pas parlé, jusqu'à présent, on s'est concentré sur la violence domestique, mais la violence encore plus préoccupante est celle des gangs qui, dans les quartiers occupés, est exercée d'une façon indiscriminée contre les femmes qui sont présentes et sont des victimes faciles parce que même leur famille ne peut pas les défendre. Et donc, finalement, les données, par exemple, sur les jeunes filles qui restent enceintes à cause des viols, c'est quelque chose qui arrive très souvent ici dans cette capitale. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, sur la conscience, sur la culture. Donc, la phrase, par exemple, que j'ai ici, elle est un peu complexe pour moi, mais elle termine par « respecter tout ». Respecter tout, c'est pour les hommes. Respecter tout. Respecter tout, c'est pour les hommes. Respecter toi-même. Suspendre faire violence aux femmes, actifie, respecter tout. Mais respecter tout, c'est adressé aux ceux qui font de la violence. Oui. De respecter toi-même. Parce que si tu exerces de la violence sur quelqu'un, en fait, évidemment, tu ne respectes pas la victime, mais tu ne te respectes pas toi-même, parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas nés pour exercer de la violence, nous sommes nés pour vivre en synergie. Et donc, c'est une bataille culturelle, mais c'est aussi une bataille juridique, c'est une adaptation des lois, c'est une adaptation des mentalités. Et donc que les personnes victimes de violences leur cas puisse être traité de la même façon. Et j'ai fait un exemple du pays précédent où j'étais, où il y avait énormément de violences contre les enfants. Là, ce qu'on a aidé, c'est à créer des tribunaux spécifiques pour les enfants. Pourquoi? Et je les ai visités, c'était frappant, parce que, vous savez, un enfant qui était victime de violence ou une femme qui était victime de violence, elle a peur de dénoncer, elle a peur du juge, elle a peur de parler en public, de dire à quelqu'un ce qu'il a vécu. Et donc là, et les enfants sont très souvent, par exemple, intimidés par une ambiance qu'ils ne connaissent pas du tout comme un tribunal. Donc là, on a créé des tribunaux spécifiques pour l'enfance. Les femmes se soucient très souvent du qu'en dira-t-on. Oui. C'est pourquoi elles hésitent à dénoncer les violences subies même au foyer. Oui. Oui, parce que traditionnellement, mais ça un peu partout dans le monde, nous vivions dans cette hypothèse culturelle, dans cette vision culturelle selon laquelle finalement la femme qui était victime de violences, par exemple sexuelles, finalement était un peu coupable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éliminer. C'est-à-dire, parce que si qui reçoit la violence, que ce soit d'origine sexuelle ou que ce soit d'autre, n'a pas la conscience, se considère un peu partie du problème. Par exemple, la fameuse histoire de femmes qui sont habillées d'une façon... La jeune fille qui va dans la rue habillée d'une façon qui pourrait attirer l'attention des hommes, et alors on disait dans le temps, oui, mais finalement c'est un peu sa faute, parce que vous voyez... Oui, elle n'aurait pas dû s'habiller de cette manière. Ça, c'est des choses que nous, dans notre enfance, dans notre jeunesse, on a écouté très souvent, mais qui ne sont pas, justement, vous voyez, pas d'excuses dans la chemise, pas d'excuses, et on ne peut pas donner ce genre d'excuses, il faut être sérieux dans cet aspect-là. Donc, pour revenir au programme Spotlight et pour revenir aux raisons de l'Union européenne de s'occuper de ça, l'Union européenne a comme axe portant de sa politique extérieure, de sa présence dans le monde et de sa politique de coopération, l'appui aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux des êtres humains. Tous ces droits se déclinent par une série d'obligations que les États ont prises, tous les États du monde, appliquer et des politiques qui permettent donc l'épanouissement des droits civiques, des droits politiques et des droits à la vie. Or, les droits à vivre hors de la violence est un droit fondamental, et donc nous, on l'avons mis au centre de notre action, donc de notre politique extérieure, de nos activités de promotion et de nos activités de coopération. Dans toutes nos coopérations qui est centrée à Haïti sur la résilience économique, sur les infrastructures, sur la résilience et le développement agricole, la nutrition et l'éducation. Dans tous ces aspects-là, il y a des composantes spécifiques pour les genres et pour le renforcement de notre action
avec les collectifs des femmes et avec les... Parlez-nous, monsieur l'ambassadeur, de quelques éléments, quelques points qui marqueront cette campagne. Bon, je sais que vous êtes là aujourd'hui, à la veille de la journée, à proprement parler, mais au cours des semaines à venir, est-ce qu'il y aura des activités particulières, des activités spécifiques? Oui. Maintenant, nous visitons plusieurs médias à cause de la journée. Au cours de 15 jours, il y aura des spots, il y aura des activités online avec des jeunes. On fait beaucoup attention à l'Union européenne, on essaye de parler le plus possible avec les jeunes par des moyens qu'ils connaissent mieux. Et donc, des réseaux sociaux, des chaînes dans lesquelles, ou des mécanismes par lesquels on est plus en contact avec eux, avec des influencers, avec des gens qui peuvent... on a donc contacté des artistes, des sportifs, des représentants des différents secteurs de la société. Et essentiellement, il s'agit de multiplier les messages, que ça passe, que ça arrive un peu par la télé, par l'Internet, par la radio, à tout le monde, qu'on réfléchisse. On a déjà fait une campagne de ce type l'année passée. C'était plus ou moins sur les mêmes sujets et c'était à la même époque. Et ça coïncidait avec la Coupe du Monde de football. Donc à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant les émissions des matchs, il y avait des messages liés à la violence contre les femmes, ce qui, à mon avis, c'était bienvenu parce que comme la plupart des spectateurs sont captivés par les matchs, et soudainement, ils écoutent une chose différente à la place d'une pub commerciale, ils écoutent un message comme celui-ci et ils peuvent réfléchir. Donc essentiellement, la campagne en tant que telle est une campagne d'information et de sensibilisation, mais les activités en soutien de la société civile, en soutien du gouvernement vont continuer, elles s'épanouissent depuis plusieurs années et comme je vous disais, dans tous nos programmes, dans toutes les matières de coopération que nous avons avec Haïti, que nous continuons, et ça c'est quelque chose que je veux insister, parce que parfois on dit l'Union européenne est moins présente qu'avant, on voit même la coopération. Bon non, on a des grands plans de coopération, on est en train d'avancer. Les années 22-23 n'ont pas été les plus faciles pour Haïti et pour nous, mais on est en train de s'adapter et de trouver la manière donc de mener à bien notre coopération dans les domaines agricoles, dans les domaines de la nutrition, dans les domaines humanitaires, dans les domaines de l'éducation, et compléter aussi l'investissement en infrastructure et l'attention aux droits de l'homme, aux droits humains et l'attention aux droits fondamentaux, elle est un axe portant, un axe horizontal qui est présent dans tous nos programmes. Donc maintenant, Spotlight en tant que tel est un programme qui est vers la fin, mais justement il s'agit maintenant... Quel était le but essentiel de Spotlight? Pas seulement d'informer, c'était de créer des connexions, une coordination plus accrue entre les gouvernements et le gouvernement a été lidéré, cet effort par le ministère de la Condition féminine. Et donc on a travaillé avec eux pour créer tout un réseau d'organisations. Vous savez qu'à Haïti, tout objectif d'ordre social, toute politique doit être menée avec une présence importante de la société civile. Parce que nous avons des spécificités dans ces pays, le gouvernement a des difficultés budgétaires et opérationnelles. Donc on a pour tous nos programmes, pour tout but de coopération que nous voulons poursuivre, nous, n'importe qui, on a besoin d'un fort relais de la société civile qui à sa place, elle est aussi faible, elle est aussi démunie, elle a aussi des problèmes de ressources. Mais justement, nous ce que nous voulons, c'est de mettre ensemble les deux. Par exemple, je vous fais un exemple. Les programmes, nous avons terminé un grand programme de nutrition dans la région nord-est et on va continuer maintenant par une deuxième phase de ce programme. Là, on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, mais en même temps, on a eu besoin des ONG locales, pour l'implication des communautés, on a besoin, ici, ça ne suffit pas de dire, bon, le ministère s'occupe, non, ça ne fonctionne pas comme ça à Haïti, on a besoin d'un relais. Donc, je faisais une blague quand j'ai vu les panneaux de tous les intervenants dans ces programmes. Ça paraissait un panneau avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'acronymes, de symboles, parce que c'était tous les intervenants qui nous ont aidés à atteindre les personnes de la communauté. Nous, comme Union européenne, nous, fonctionnaires qui nous sont établis ici à Port-au-Prince, par les difficultés actuelles, nous n'avons pas souvent la possibilité d'arriver sur le terrain à cause des questions de sécurité. Donc, nous avons besoin
d'utiliser les réalités communautaires qui sont présentes, que les gens connaissent, qui parlent leur langue, qui parlent de la façon qu'ils comprennent. Et on a eu des résultats, même si les résultats d'ensemble, les indices de nutrition par exemple, n'ont pas amélioré en 2022-2023 à cause de la crise, mais quand même dans les zones où le programme a fonctionné, les indices ont progressé. Donc ça veut dire que même avec toutes les difficultés, si on trouve la bonne manière de mettre en œuvre, on peut obtenir des résultats sociaux et intéressants. Maintenant, parlons du guide pour le posting. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le guide pour le posting. Oui. Ça, je ne connais pas trop, excusez-moi, cet aspect-là. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire à l'occasion du 25 novembre? Non, le 25 novembre, essentiellement, oui, comme je n'avais pas compris ce que vous voulez dire, excusez-moi. Non, essentiellement, le 25 novembre, on a distribué ces chemises, ces maillots avec ces deux... ça, c'est les symboles. Donc, ça, c'est la phrase qui symbolise un peu la campagne en tant que telle. Donc, vous voyez, bon, là, les symboles sont là-bas. On sera aussi tenu, apparemment, de prendre un selfie avec le T-shirt visible. Oui, les selfies, donc on a diffusé vous savez, si vous montrez les maillots, là c'est l'autre phrase, c'est la... Oui, postez votre photo le 25 novembre avec le slogan de la campagne sur le T-shirt. Ça, on est prêt pour le faire. Votre légende personnalisée. Oui. Et ajoutez les numéros et ci-dessous dans la caption. Et puis postez seulement le 25 novembre. Pas d'excuses. Oui. Oranger le monde, Spotlight and Violence. Oui. Bon, écoutez, ça c'est essentiellement disons la partie promotionnelle de la campagne. Donc demain, on prendra des photos. On va inviter tous ceux qui veulent, ceux que s'ils souhaitent, à donc diffuser ces photos avec ces slogans et ces phrases frappantes. Et bon, l'orange, vous le savez, c'est la couleur qu'on a choisie depuis quelques années au niveau international pour la diffusion de cette campagne. Et donc, c'est la couleur spécifique de cette bataille à niveau mondial. Donc, on l'utilise à Haïti, on l'utilise partout ailleurs. Et bon, essentiellement, ça, c'est la partie de la campagne, c'est de sensibilisation. Mais ce qui compte vraiment, au-delà de ça, que c'est quand même un objectif très important, c'est de pouvoir, après, continuer, consolider les activités qui ont déjà commencé. Et bon, maintenant, nous sommes devant un moment important dans l'histoire d'Haïti parce que bon, il y aura cette intervention qui va venir et elle pourra peut-être libérer certains quartiers de la ville. On va revenir après la pause. On va revenir là-dessus. D'autant que la violence sur les femmes augmente considérablement avec les gangs, avec ce que font les gangs en Haïti depuis quelque temps. Et puis, est-ce que l'Union européenne n'entend pas aussi s'impliquer dans la bataille contre la violence générale dans le pays, en soutenant par exemple le gouvernement haïtien, les forces de sécurité qui viendront en appui à la police nationale? C'est de cela qu'on va parler. Okay. Au retour, monsieur l'ambassadeur Stefano Gatto, ambassadeur de l'Union européenne. En attendant, merci de votre disponibilité à Métropole. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio Métropole, Radio et Télémétropole. C'est le moment d'observer la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et ce vendredi 24 novembre, nous parlons de la journée internationale contre la violence sur les femmes. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous demander de réagir à
à un point de vue, si je peux l'appeler ainsi, d'une auditrice ou téléspectatrice de Métropole. Elle écrit ceci, et je lis, « Je suis fatigué d'entendre ce label violence faite aux femmes et enfants comme s'il s'agissait d'un mystère ou d'une catastrophe qui nous tombe dessus. Il y a des coupables, pourquoi ne pas en parler? Il faudrait dire, alors c'est la personne qui parle, je présume qu'il s'agit d'une femme. Il faudrait dire violence faite aux femmes par les hommes ou remplacée par les hommes qui exercent la violence sur les femmes et enfants. Cette manière de présenter ne met pas l'accent sur ceux qui posent ces actes infâmes, mais sur les victimes. On cultive la victimisation au lieu de traiter le vrai problème. » Est-ce que vous avez une réaction, monsieur l'ambassadeur? Oui. Bon, écoutez, oui, je comprends le point et oui, l'effet de l'attention aux victimes, en fait, c'est une priorité. Mais justement dans le sens que les victimes se rendent compte d'être victimes et qu'ils aient le courage et elles sentent la possibilité de pouvoir dénoncer, de pouvoir agir, de pouvoir réagir. Donc c'est pour ça que c'est une bataille culturelle, mais aussi c'est très important que dans les prochaines étapes de ces actions, on puisse lier les instruments qu'on a créés, par exemple les refuges pour femmes maltraitées et d'autres instruments, à la chaîne de justice, que vous savez, nous savons tous qu'Haïti a quelques problèmes à prendre en charge les problèmes de la société. Et donc il y a un problème de justice. Et donc la téléspectatrice, elle nous dit que la violence sur les femmes est exercée par les hommes. En termes généraux, quand on parle de violence domestique, oui, la plupart des fois, la violence est d'un homme sur les femmes. Mais les points, et dans cette campagne n'oublie pas l'effet que la violence est exercée dans la plupart des cas par des hommes. Évidemment, la violence en tant que telle est regrettable, qu'elle soit exercée par des femmes, par des hommes, ou n'importe qui, et sur n'importe qui. Toute violence est regrettable. Bon, ce serait plutôt mon point de vue de dire à la téléspectatrice, pourquoi ne pas parler de bannissement de violence sur les hommes en général, les hommes, les femmes, ou encore les êtres humains. Par exemple, moi, je ne martyrise pas mon chien, je ne maltraite pas mon chien. Encore moins de penser, par exemple, à violenter ma femme ou ma copine. Si Vous savez que dans les temps, on ne considérait même pas la violence exercée sur la femme par son propre mari. Et ça, c'est une catégorie qui maintenant est acceptée. Et l'existence du viol, même à l'intérieur. Mais je veux dire, oui, je comprends la logique dans le sens que la violence est regrettable dans tous les cas, mais ici, on veut prioriser une violence qui est parfois plus cachée, parfois plus invisible, et que pendant beaucoup de temps, on n'a pas vraiment mis en évidence, qui est les cas, et c'est pour ça qu'on parle des victimes. On parle des victimes parce que ces victimes, très souvent, sont en silence. Et n'ont pas les instruments pour que la justice soit faite. Ils n'ont pas l'instrument pour vivre sereinement après des faits horribles qui ont lieu dans la famille. Mais en plus, en Haïti, il y a un autre élément qui est très important, la violence exercée par les gangs. Et c'est une violence normalement exercée par des membres masculins des gangs, c'est de la violence sexuelle, normalement c'est de la violence hommes contre femmes. Mais ça ne veut pas dire que la violence n'est que exercée dans cette dimension-là, mais quand même, la plupart des faits sont exercés, la plupart des fois qu'une femme reçoit de la violence ou des enfants, c'est très souvent des hommes qui le font. Mais à mon avis, l'emphase, ça doit être plutôt sur les victimes, l'appui à la victime, les instruments d'appui à la victime et les comportements culturels qui doivent changer. Quand on dit, par exemple, respecte tout, bon, ça veut dire respecte toi-même comme homme, même si tu exerces la violence. Et quand on dit pas d'excuses, on ne peut pas, les logos pas d'excuses, ça veut dire il ne faut pas trouver des justifications quelconques. Par exemple, il y a un grand débat dans mon pays, l'Italie, en ces jours-ci, parce qu'il y a une jeune fille de 22 ans qui a été assassinée par son fiancé. Et à la première réaction d'horreur
d'horreur généralisée. Après, on a commencé à faire des distinctions et on a commencé à dire, certaines personnes ont commencé à dire non, mais finalement, bon, finalement, il faut voir parce que finalement, celui qui est accusé de l'avoir tué, c'est quelqu'un qui est un bon gars, un brave gars. Digo, ok, mais parfois, la violence est exercée par des personnes qu'on ne soupçonne pas. Et donc, mais ça... Le comportement affiché en public n'est pas le comportement... disons, la violence est la violence. Et donc, cette personne, si vraiment c'est lui qui a assassiné la femme, il ne faut pas lui créer des excuses. Il faut que la justice, il faut que la société prenne acte du fait qu'il y a une violence implicite qui parfois est culturelle. Donc oui, je comprends le point de la dame, de la spectatrice, mais moi je ne trouve pas négatif l'emphase, souligner le rôle des victimes, parce que les victimes sont les protagonistes. Mais évidemment, tout ça, il faut le mettre en liaison avec tous les instruments. Et donc la justice, et donc prendre la prise de responsabilité et la prise de conscience. C'est pour ça qu'on dit respecte toi-même, n'exerce pas de la violence. Alors, parlons maintenant du fonctionnement des gangs. Il y a environ une année, le gouvernement avait demandé que les Nations Unies viennent donner un coup de main à la police nationale de manière à juguler cette crise sécuritaire en démantelant, en fait, en l'aidant à démanteler les gangs. Une année après, vous savez, monsieur l'ambassadeur, où est-ce que l'on en est actuellement en Haïti? Les Kenyans décident de prendre la tête de cette force tant attendue. On sait que si les gangs sont devenus incapables d'opérer comme ils le font en Haïti, la violence va diminuer. Que ce soit sur les hommes, sur les femmes, le taux de kidnapping va être diminué aussi. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Union européenne a un rôle à jouer aux côtés des Nations Unies dans cette perspective? Bon, alors, sans doute, oui, mais il faut un peu préciser. Tout d'abord, vous savez qu'il y a l'initiative d'appui à la police nationale haïtienne, pas d'hier. Les bailleurs, y compris l'Union européenne, plus modestement que d'autres, certes, parce que d'autres pays ont contribué davantage au fonds de support, au fonds d'appui à la PNH, mais nous aussi on l'a fait, et certains pays européens l'ont fait. Les fonds, donc le Trust Fund pour la PNH, qui était, disons, l'hypothèse de travail qui a subsisté là, qui était précédente la décision de l'intervention internationale. La genèse du processus d'intervention, il faut trouver les bons mots. C'est la mission internationale, disons, parce qu'intervention, ça amène des fantômes. En fait, je préfère parler de mission. Donc la mission internationale, finalement, a été assez complexe à gérer à cause de la situation globale dans le monde entier qui est vraiment complexe. Et il y a plusieurs sujets et plusieurs crises en cours qui aggravent la situation, pas seulement en Haïti, mais dans plusieurs zones du monde. Et donc aussi du point de vue humanitaire que du point de vue stratégique. Là, vous me parlez de l'Ukraine. Oui, il y a l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient, il y a la crise alimentaire, il y a toute une série de questions qui sont globales et complètes. Le Hamas, c'est très récent. Israël, Hamas, c'est très récent. C'est très récent, mais là aussi, même par exemple, même si ça avait quand la crise a explosé, c'était justement le moment où, le 2 octobre, on avait eu l'approbation de la mission multinationale. Et donc, justement, le 7 octobre, il y a eu l'attaque de Hamas sur Israël. Et donc, à nouveau, on a eu, moi, depuis que je suis là, un an et quelques, je remarque quand même qu'il est très difficile au niveau international d'attirer l'attention sur les problèmes haïtiens. Et il est très difficile aussi d'obtenir des ressources. Et d'un coup, quand on a eu une petite fenêtre d'opportunité à cause de l'approbation de la mission, qui n'est une mission non onusienne, comme on a dit, mais une mission organisée par un certain nombre de pays, lidérée par les Kenyans,
Bon, d'un coup, il y a eu la nouvelle crise qui s'est ouverte et voilà, toute l'attention internationale est partie vers là. Alors, je vous dis, de notre point de vue, c'est difficile vraiment de naviguer dans toutes ces crises et trouver les ressources adéquates pour tout. Or, ceci n'empêche que l'Union européenne va appuyer, tout d'abord, nous allons continuer notre appui de coopération, c'est-à-dire les sujets que j'ai mentionnés auparavant, la résilience, la nutrition, l'agriculture, l'éducation, on va signer des conventions de financement, on va continuer l'appui et on a quand même accumulé des retards assez importants à cause des difficultés en 2022-2023. Donc en 2024, on a pas mal de ressources à mettre sur le terrain. On va continuer aussi la construction ce que je voulais savoir, monsieur l'ambassadeur, évidemment, avant la fin de l'émission, j'aurais à vous poser des questions sur l'agenda évoqué au début de votre arrivée, tout de suite après votre arrivée en Haïti. Je sais que l'Union européenne, généralement, contribue à la réalisation d'élections en Haïti. À chaque fois qu'il doit y en avoir, l'Union européenne répond souvent présente. Considérons aujourd'hui que la sécurité est incontournable, est préalable à la tenue des élections. Donc, pourquoi est-ce que l'Union européenne ne concentre pas ses efforts sur la sécurité avant même de parler de son aide à l'organisation des élections dans le pays? Non, ça sans doute. Je vous dis qu'on va continuer cet effort. On a encore pas mal de ressources à déployer, l'effort traditionnel. Mais en ce qui concerne la sécurité, on a contribué au fonds d'appui à la police nationale d'Haïti. Certains de nos États membres ont contribué aussi en bilatéral, 3-4 d'entre eux. Et donc, il y a eu une contribution européenne à ça. Après, on a vu quand même que l'appui direct à la PNH n'était pas suffisant, qu'il fallait répondre positivement à l'invitation, à la demande faite par le gouvernement l'année passée. Et voilà, comme je vous disais, la genèse était un peu longue à cause de la situation internationale complexe et aussi du fait que certains acteurs très importants dans cette région ont fait une analyse selon laquelle, dans le passé aussi, on avait envoyé des missions en Haïti et ces missions n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. Et il y a aussi à Haïti une certaine, je ne dirais pas fatigue, mais un certain scepticisme de la société vis-à-vis de la présence internationale. Et donc il y a tout un débat. Bon, nous savons qu'il y a des secteurs de la société, et surtout des partis politiques qui sont clairement contre. Donc, mais votre opinion personnelle, c'est non, vrai? Mon opinion personnelle c'est vrai que les Haïtiens sont sceptiques, et c'est un scepticisme justifié, étant donné que c'est vrai que nous n'avons pas assumé nos responsabilités en tant qu'Haïtiens, mais il demeure certain que le scepticisme des Haïtiens est justifié parce qu'effectivement, on a eu plusieurs missions et la situation s'est aggravée en Haïti aujourd'hui. Non, mais écoutez, moi je pense que je vous dis très clairement ce que je pense et ce que j'ai dit à qui veut m'écouter. Moi je pense que les jeux qui est très fréquent, cette tendance dans la société haïtienne et dans la communauté internationale de se blâmer l'un les autres, ça faut terminer. Haïti est dans une situation très complexe. Il y a des responsabilités haïtiennes, il y a des responsabilités internationales. Évidemment, tout n'a pas été parfait dans l'appui international qu'on a donné à Haïti au cours des décennies. Et évidemment, Haïti, ses élites, son pouvoir politique, sa société, n'a pas été suffisamment engagé pour que les résultats soient meilleurs. Donc, il y a la situation actuelle qui est probablement pire que celle qu'on avait en 2010 après les grands tremblements de terre au niveau de la sécurité et de la situation économique. Là, c'était un grand moment d'opportunité pour Haïti pour se rebâtir sur elle-même avec l'attention internationale accrue, parce qu'à ce moment, l'attention internationale sur Haïti existait. Donc, évidemment, il y a un partage des responsabilités. C'est sûr que la communauté internationale a commis des erreurs. On n'est pas ici dans la meilleure on n'a pas le temps pour rentrer dans toute l'analyse de ça, mais sans doute la communauté internationale a commis des erreurs et sans doute la société haïtienne n'a pas été, par ses institutions et par l'action des
de toute la société n'a pas été non plus capable de mettre en œuvre des activités suffisamment performantes qui puissent convaincre les gens d'écouter. Vraiment, cette synergie a fonctionné. Donc, il faut, à mon avis, arrêter ces débats sur les causes exogènes, les causes endogènes. Ce n'est pas tout endogène et ce n'est pas tout exogène. C'est un ensemble de choses. Donc, la mission qui vient maintenant est une mission différente aux missions précédentes. Dans le passé, nous avons eu dans l'histoire d'Haïti des invasions pures et simples, de présences militaires qui n'avaient pas d'autres composantes que. Et après, nous avons eu la MINUSTAH, qui était quand même une mission internationale basée sur un consensus international. De stabilisation. La mission de stabilisation a eu des problèmes que nous connaissons bien, et voilà. Et pour ça, elle a causé un certain scepticisme. Il y a des gens à Haïti qui disent bon, finalement, ce n'est pas là le problème. Mais il ne faut pas penser qu'une mission internationale, c'est la solution magique à rien. Et même la coopération internationale, même l'attention internationale, on ne peut pas résoudre des problèmes comme ça. On a toujours besoin, pour que la coopération ou pour qu'une initiative internationale fonctionne, on a besoin de l'attention et des ressources internationales, mais on a besoin aussi d'une vision claire de la part des autorités nationales et un engagement clair de la société sur là où on veut aller. Donc, je viens sur la mission. À mon avis, la mission est nécessaire parce que la police nationale haïtienne elle est débordée par l'activité des gangs. Les gangs se sont énormément renforcés depuis le départ de la MINUSTAH. On peut blâmer la MINUSTAH, on peut critiquer la MINUSTAH, tout ce qu'on veut. Mais la situation réelle, est-ce qu'après le départ de la MINUSTAH, la situation s'est aggravée parce que les gangs n'ont plus trouvé de vis-à-vis il n'avait plus d'opposition sur le terrain, d'opposition forte sur le terrain, donc la police s'est vue déborder. Donc, on a commencé par dire appuyons la police, mais après on a vu que partager des ressources avec la police ne suffit pas, parce qu'il faut aussi un encadrement logistique, il faut une vision stratégique, une tactique. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu à l'idée de l'intervention. Mais l'intervention en tant que telle, nous savons tous, l'intervention ne va pas résoudre les problèmes politiques et sociaux d'Haïti. L'intervention est une intervention, la mission internationale est une mission pour aider la police à sécuriser les emplacements stratégiques, surtout elle est concentrée surtout sur la capitale, évidemment, et c'est surtout la police qui devra se dévouer à la lutte contre. Ça, on verra comment ça fonctionne. À mon avis. Pourquoi l'international se concentre toujours sur la PNH et non sur l'armée, alors que les deux forces existent, monsieur l'ambassadeur? Pourquoi? Oui, mais l'armée, elle est de création récente et surtout, l'armée en tant que telle est partiellement engagée dans la lutte. Et c'est seulement l'armée maintenant utilisée pour sécuriser l'aéroport et d'autres endroits stratégiques. Donc probablement par l'arrivée du contingent international, l'armée sera encadrée d'une façon plus globale dans cet effort partagé. Donc il y aura en arrière le contingent international et armée et police. Mais ce n'est pas notre volonté d'appuyer la police. La réalité, c'est la police qui fait face aux gangs, ce n'est pas l'armée. Et donc l'armée, c'est une armée un peu spéciale. L'armée haïtienne s'occupe plutôt de génie, d'infrastructures. Et donc c'est un débat interne à Haïti, celui de réimpliquer l'armée dans ça. Mais vous voyez qu'au cours de la dernière année, on n'a pas vu tellement d'avance. Donc moi je dirais, l'intervention est une bonne solution. Ça va être une mission complexe parce que tout d'abord les forces ne sont pas énormes. Les pays qui lidèrent, le Kenya est un pays qui n'a pas énormément d'expérience dans cette région. Et donc il a besoin de l'appui logistique et de l'appui économique des autres pays. Et sans doute, ça va venir. C'est en discussion. On verra exactement. Pourquoi j'ai mentionné Selon vous, monsieur l'ambassadeur, oui, la mission sera effectivement déployée en Haïti? Écoutez, il faut respecter les cursus, les procédures du pays, les procédures kenyanes. Moi, j'ai la sensation que oui, que finalement, la mission sera déployée. Mais la mission, elle aura besoin aussi, pas seulement de l'intervention des Kenyans, mais de la présence des Kenyans, mais les autres pays qui ont démontré leur disponibilité. Qu'il précise, tout le monde un peu à l'attente de voir qu'est-ce que ça va donner. Et il faut aussi considérer une chose. À la différence d'une mission des Nations Unies classique, celle-ci est une mission
non onusienne. Vous savez, mission non onusienne, ça veut dire que les Nations Unies ont un rôle moindre de coordination par rapport à d'autres cas. Et donc, c'est vraiment les Kenyans et les gouvernements haïtiens qui doivent définir exactement les modalités d'action, ce qu'on appelle les règles d'engagement en termes internationaux. Et d'autre part, les Kenyans, probablement à cause du fait des problèmes qu'ils ont à l'intérieur pour l'approbation juridique, les Kenyans, selon les informations que j'ai, n'ont pas encore vraiment précisé les détails précis de ce dont ils ont besoin des autres pays de la communauté internationale en termes d'appui financier et en termes d'appui logistique. Alors, quand les Kenyans auront établi ça d'une façon plus claire, probablement le feront dans les prochaines semaines, suivant les progrès parce que bon, le Parlement a déjà approuvé. Donc c'est tout simplement une validation maintenant de la Cour suprême qui doit venir. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler. La mission, sans doute, ils vont venir en mission prochainement. Et donc sur la base du travail fait avec le gouvernement haïtien, ils seront plus capables de dire, écoutez, nous avons besoin de ça. Nous savons qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent et donc les États membres des Nations Unies sont en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, comme Union européenne, nous sommes un acteur un peu spécial parce que nous avons nos États membres qui prennent leurs décisions autonomes en matière de sécurité. Donc, sans doute je ne vais pas nommer des pays, mais vous savez, les pays européens, ils ont la capacité et sans doute ils contribueront. Nous, comme Union européenne, nous ne sommes pas un membre en tant que tel des Nations Unies, nous sommes associés aux Nations Unies. Et donc, nous devrons développer des synergies entre ce que nous faisons sur le terrain et ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas vraiment dans la sécurité que nous pouvons... C'est-à-dire, il n'existe pas des soldats de l'Union européenne. Mais nous devons donc utiliser ce que nous avons. Oui, mais il y a les États membres... Les États membres, oui, le feront. Les États membres le feront. Et... Que ce soit de manière bilatérale. Il y aura une présence bilatérale, mais nous sommes en train d'envisager aussi de l'appui de l'Union en tant que telle. Mais ça doit être plutôt que de la sécurité, plutôt que dans les domaines directs de la sécurité, ça doit être des domaines indirects. Je vous explique mon idée. Si tout va bien, dans les mois à venir, une fois les Kenyans arrivés, dans les mois suivants, probablement des portions des territoires de la ville de Port-au-Prince seront libérées, les gangs devront reculer. Et donc, nous savons que la situation sociale, socio-économique et infrastructurelle dans ces quartiers, elle est horrible. Donc il faut... Et il n'y a pas vraiment énormément de ressources ou de plans pour agir dans ces quartiers. Parce que maintenant, on ne peut pas agir parce qu'on ne peut pas y rentrer. On peut y entrer plus lutter. Donc, on a besoin... C'est pourquoi vous avez dit que le problème est d'ordre social aussi? Mais imaginez-vous, ce n'est pas les Kenyans qui vont s'occuper de rétablir la vie ordonnée dans les quartiers. Donc, il faudra appuyer l'État haïtien, il faudra appuyer la société civile, les ONG, par des actions que, en ce moment, nous travaillons, par exemple, quand on parlait des violences contre la femme, nous travaillons à Cité-Soleil, nous travaillons à Martissan, nous travaillons dans ces quartiers. Mais les exigences... Aujourd'hui encore, vous travaillez oui, nous travaillons. Martissan? J'y vais pas moi personnellement parce que j'ai pas les droits, on me laisse pas. Mais on travaille par des ONG où il y a aussi qui sont sur le terrain, qui sont connus, et donc grâce à ça on peut. Mais l'effort sera encore plus nécessaire les moments où de nouveaux quartiers seront libérés. Et donc, on devra donc lancer des actions importantes au niveau des reconstructions infrastructurelles, les routes, toutes les facilités infrastructurelles et l'action sociale. Dans la liberté qui viendra. Donc, il faut être préparé à ça. Donc, ce n'est pas que la sécurité, c'est aussi ce qui vient après la sécurité. Le point clé, c'est, à mon avis, c'est nécessaire que la mission soit là. On a besoin de ça parce que la police ne peut pas tout seul. L'armée, les forces de l'ordre, pour utiliser un mot général, ne sont pas en mesure de le faire toutes seules, on l'a vu. Mais on a besoin aussi d'accompagner ce qui va venir immédiatement après. Monsieur l'ambassadeur, nous comprenons, nous admettons que la situation est complexe, comme vous l'avez dit, ce qui a en quelque sorte handicapé la mise en œuvre de votre agenda. Bah, écoutez, moi je dois dire... Où est-ce que l'on en est? L'agenda, vous savez, il faut être, comme je vous disais, il ne faut pas se blâmer les uns les autres. Moi, j'ai une conclusion après 1 an et demi à Haïti, et qu'il faut être réaliste
et sérieux. C'est le 6e pays où je travaille comme diplomate. Et sans doute, ils ont toujours été des pays complexes, ou même en conflit, mais celui-ci est le plus compliqué de tous. Haïti est un pays qui passe par... Donc, la situation haïtienne, pour vous répéter, est beaucoup la plus compliquée compliquée que j'ai trouvée parce que il y a la faiblesse de l'État, il y a l'émergence des gangs, il y a une situation internationale qui fait qu'on ne prête pas beaucoup d'attention à Haïti. Donc, c'est un cocktail assez complexe. Et il y a aussi une population qui est un peu découragée, même si, je fais une parenthèse là, si vous me permettez, une chose qui m'impressionne, c'est en parlant avec mes collaborateurs, en parlant avec les interlocuteurs que j'ai la possibilité de connaître, c'est l'énorme difficulté, les défis que les Haïtiens de la rue, les citoyens haïtiens, surtout ici dans la capitale, les adaptations, les sacrifices qu'ils doivent faire pour vivre, tout simplement pour venir travailler, pour sortir de la rue et chercher de la nourriture pour ses enfants. Tous ceux les complications, par exemple, l'énorme nombre de cas de personnes qui doivent se déplacer, qui ne peuvent plus utiliser leur maison, ils doivent être hébergés chez un frère, chez un ami. J'ai plein de cas entre mes collaborateurs, donc c'est normal. Ou tout simplement se déplacer dans la ville. Donc, dans tout ça, on pourrait imaginer un découragement. Et la chose que je détecte, par contre, oui, il y a beaucoup de préoccupations entre les Haïtiens, c'est évident. Beaucoup veulent partir. Peut-être la plupart veulent partir, mais pas tous. Il y a aussi des gens qui te disent non, moi je veux rester à Haïti, je veux, même si le pays, peut-être il n'a pas de solution, mais je veux rester. Donc la chose que je détecte quand je vois les gens, je regarde, je croise leur regard, je parle avec eux, c'est quand même que les citoyens haïtiens ont quand même une énorme résilience et capacité de souffrance. Et donc vraiment de lutter. Ce n'est pas un pays qui a, malgré toutes les difficultés, malgré les milliers de personnes qui s'en vont parce qu'il n'y a pas d'issue immédiate, je pense qu'il y a un potentiel parce que les gens aiment énormément Haïti. Les Haïtiens, ils sont encore très attachés malgré le fait que les difficultés paraissent vous dépasser. Donc j'ai fait les réflexions sur nous-mêmes, des acteurs internationaux. Nous sommes très peu qui nous sommes restés ici. Il y a quelques pays, quelques organisations. Nous avons dû réduire un peu la présence directe de notre personnel à cause de la situation de sécurité. Donc pour nous, c'est très difficile d'agir. Moi, j'ai trouvé une solution dans laquelle, vous savez, j'arrive au pays le 1er septembre 22. Le 12 septembre 22, on a le pays lock. Et donc pour moi, c'était vraiment un atterrissage, pas en douceur. Hein, j'ai dû faire face à des questions logistiques, de réserve de combustible, de faire évacuer des gens. Les familles avaient déjà été évacuées. Vous avez envie de repartir? Ben non, j'étais tellement frappé que j'ai dit non, j'ai envie de pouvoir démarrer. Moi, je suis venu ici dans l'hypothèse de, OK, le 1er septembre, j'arrive, j'étudie un peu la situation et je commence à foncer dans le travail comme j'aime. Et voilà, je me suis retrouvé avec moins de personnel, ou presque pas de personnel. On a dû même fermer le bureau pour quelques temps parce qu'on n'avait plus d'énergie, on n'avait plus de combustible. Donc j'ai dû travailler énormément l'aspect logistique de remise en œuvre. On est plus fort maintenant, on est plus équipé. On a remis de l'ordre dans on a adapté, disons, notre façon de travailler à la réalité. Donc par exemple, une chose que nous devons faire dans nos méthodologies de travail, nous on travaille énormément hors de la capitale. On a plusieurs projets dans la région sud et dans la région nord-est, Wanamint, la région frontalière avec la République dominicaine. C'est un choix qu'on a fait il y a quelques temps pour éviter d'être ici engouté par les problèmes de Port-au-Prince qui parfois sont complexes. Et donc, dans notre méthodologie, moi, je devrais avoir mon personnel qui constamment va dans les provinces pour veiller à l'exécution. Et au cours de l'année passée, on n'a presque pas pu faire ça à cause de l'impossibilité presque physique de sortir de Port-au-Prince. Et maintenant, on a rétabli ça, on commence à voyager, on commence à se déplacer, et donc on peut revenir dans notre dynamique. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a pris un peu de retard et dans certains programmes, mais maintenant on commence la deuxième phase du programme de résilience, donc le programme alimentaire, qui est un programme agricole et de nutrition, et c'est dans le nord-est et dans le sud. Et aussi, on commence le programme d'éducation. Donc, c'est des grands investissements qu'on va faire. Donc, pour ça, je veux dire... C'est-à-dire que les enveloppes allouées
à des travaux d'infrastructure en Haïti, ces enveloppes sont encore disponibles? Si oui, pour combien de temps? Non, l'infrastructure, on continue. Vous savez, les buts essentiels de nos activités, nous avons eu deux activités infrastructurelles importantes. L'une, c'est l'axe routier Port-au-Prince-Cap-Haïtien. Les routes, disons, nord-sud, on est arrivé à compléter les travaux jusqu'à Saint-Raphaël. Et donc maintenant, il nous reste les derniers morceaux et on est en train de voir comment on pourrait compléter donc cet axe. On a eu des difficultés de mise en œuvre parce que les 2 dernières années, c'était très compliqué de continuer à travailler sur le terrain. Mais on a résolu ces problèmes. On va faire l'inauguration de ces morceaux Saint-Raphaël et on est en train de voir comment trouver des ressources pour compléter tout ça. Donc, à la fin, idéalement, quand le pays sera en paix, on aura des communications beaucoup plus rapides entre le nord et le sud. Après, on a travaillé, par les programmes Urbaïti, on a travaillé les infrastructures urbaines dans le sud, essentiellement les villes du sud. Et surtout, il y a un autre acquis qui est important. Dans le cadre de ce programme, on a établi des règlements municipaux de développement urbain qui n'existaient pas à Haïti. Est-ce que vous avez en mémoire, monsieur l'ambassadeur, un chiffre destiné aux travaux d'infrastructure, construction de routes, aménagement, des réseaux routiers? Je n'ai pas en tête parce que c'est l'ensemble de notre effort sur Haïti pour l'année 2024-2027, c'est plus ou moins 300 millions d'euros sur l'ensemble de nos activités. Or, sur les infrastructures, l'effet est que nous avons hérité, quand nous sommes arrivés ici, des chantiers qui venaient d'auparavant, qui étaient un peu bloqués à cause de la situation et à cause de certains contentieux qu'on a réglés avec les entreprises qui ont. Donc, on a, par exemple, sur un contrat assez important le contournement de Saint-Raphaël, où d'ailleurs je n'ai pas encore été pour le voir vers mes yeux à cause de la situation. On a un contrat pour le contournement de Saint-Raphaël et après on va compléter le reste. Et donc ce contournement, on a changé de compagnie. Maintenant c'est une compagnie haïtienne qui va compléter les travaux parce que la compagnie européenne ne veut plus continuer à travailler à Haïti à cause de la situation. Et donc on essaie de trouver des solutions. Mais c'est des programmes assez costauds, assez chers, donc tout ce qui est infrastructure. Mais en même temps, c'est important. C'est surtout important. On l'a vu lors de la crise, lors de cette crise, quand on voit la difficulté pour les produits frais, pour les produits agricoles d'arriver à la capitale. C'est les gangs, mais c'est aussi la difficulté des routes. Donc, c'est les routes qui ne sont pas en bon état. Et si je pense à la situation dans le sud, eux, ils sont très, très inquiets, les habitants du sud. Donc, les 300 millions d'euros prévus seront, si je ne m'abuse, doublés, triplés, puisque c'est tout le pays qui a des problèmes d'infrastructure, monsieur l'ambassadeur. Oui, non, mais l'infrastructure, on peut dépenser beaucoup d'argent à l'infrastructure. Mais là, vous voyez ça. Bon, je vous dis quelle est l'orientation de l'Union européenne pour la coopération avec les pays américains, les pays d'Amérique latine. Bon, on ne va pas tout mettre sur le dos de l'Union européenne, parce que non, c'est clair. Je vous explique quelle est la méthodologie que nous utilisons dans les autres pays, que malheureusement, on n'est pas encore en mesure d'utiliser à Haïti, mais je veux qu'on commence à réfléchir là-dessus. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Global Gateway, qui est un programme qui axe l'activité de l'Union européenne en Amérique latine par un partenariat entre le secteur privé, les banques et les fonds publics européens. Donc, supposons que nous avons 300 millions pour Haïti. Si on travaillait dans la logique Global Gateway, qui veut lier l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes d'une façon plus directe, on pourrait utiliser cet argent, les 300 millions, comme en fait un plafond qui serait intégré par les efforts des investisseurs privés et des banques d'affaires. Donc c'est ça qu'on fait en Argentine, c'est ça qu'on fait en Amérique centrale. On est en train de développer des travaux d'infrastructure qui est infrastructure digitale, pas forcément des routes, mais des infrastructures digitales, des investissements infrastructurels importants. Et donc, ma frustration est qu'à Haïti, on n'est pas encore en mesure de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous n'allez pas facilement trouver un investisseur européen qui soit prêt à investir à Haïti. Donc, mon idée est que si
la situation de sécurité commence à s'améliorer. La stabilité politique revient, une certaine stabilité politique, je veux dire un gouvernement, un parlement, un gouvernement et tout ça. Et donc on parle ici des élus légitimes. Des élus et tout ça. Et je ne dis pas que d'un jour ou l'autre, les investisseurs vont se plonger sur Haïti. Mais maintenant, nous avons des structures qui nous permettent d'imaginer d'importer des ressources additionnelles venant du secteur privé et des banques. Or, les banques internationales, elles ne vont pas regarder Haïti en ce moment. En ce moment, c'est très difficile d'obtenir des financements pour travailler à Haïti. Mais dans l'avenir, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est l'hypothèse que ce n'est pas travailler qu'avec des fonds européens, c'est d'utiliser les fonds européens comme un levier pour obtenir des fonds additionnels d'autres interlocuteurs. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de nous parler et d'être avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point. J'espère qu'on aura la possibilité de se reparler à l'avenir, puisque vous avez encore combien de mois à passer avec nous? Votre mandat est de 3 ans? Normalement, c'est entre 2 et 3. Je suis entre 2 et 3. C'est un peu court, mais non, c'est moi qui remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir être sur le plateau et pouvoir discuter, pouvoir donner des informations. Haïti est un pays, peut-être je vous ai frappé quand je vous ai dit que c'était le pays le plus complexe où j'ai travaillé, mais... non, ça a retenu mon attention. Non, non, mais les autres pays, si je vous mentionnais les autres pays où j'étais, ce n'est pas des pays faciles non plus. Haïti est complexe à cause c'est un pays avec une histoire complexe, une société complexe, une situation politique ultra complexe et aussi complexe. un rôle curieux des entités internationales et donc même une perception qui est un peu parfois complexe. Pour nous, ce n'est pas facile toujours de travailler ici dans ces contextes, mais en même temps, c'est un défi exceptionnel et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout d'avoir connu. Moi, c'est une chose que j'ai dit toujours, quand j'ai commencé à lire en profondeur sur l'histoire d'Haïti, moi je suis historien, donc j'aime beaucoup l'approche historique. Quand j'ai commencé à lire, je connaissais plus ou moins l'histoire d'Haïti, mais pas dans les détails. J'ai commencé à lire et je dois dire que j'ai découvert une réalité qui est vraiment impressionnante et que devrait être mieux connue par le monde. L'histoire d'Haïti... Pensez à diversifier vos sources aussi, quand on parle de l'histoire d'Haïti. Ah non, sans doute. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Stefano Gatto, ambassadeur de l'Union européenne, était notre invité ce matin. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.